Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le premier article du jour, c'est Binance et son cofondateur qui ont été assignés en justice devant un tribunal fédéral du nord du Dakota par plus de 300 familles d'Américains tués ou blessés lors d'attaques du Hamas. La plainte allègue que de 2017 à au moins 2023, la conception de Binance, incluant des portefeuilles mutualisés, une vérification client faible et un suivi limité des enregistrements, a permis à des utilisateurs liés au Hamas d'effectuer des transactions indétectées avec CZ accusé d'avoir dirigé des pratiques pour masquer les localisations et activités des clients aux régulateurs américains. Effectivement, ça a briqué le niveau clé. Et aussi, donc je rappelle, pour ceux qui veulent recevoir les vidéos privées, ça se passe en description de vidéo, vous avez le lien, n'hésitez pas. Et donc là, je rappelle aussi, donc il y a Goku qui a envoyé un post hier hyper intéressant. Et je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous ont eu affaire à ce genre de choses. C'est-à-dire que vous recevez un coup de téléphone, on vous dit que c'est le support sécurité de Binance. Et donc effectivement, on vous demande de faire des actions. Et c'est tellement bien mené qu'on vous demande comment dire, d'installer un Trust Wallet, je sais pas quoi. Et après, effectivement, en activant ça, ça permet au final aux pirates il va vous permettre de dire, comment dire, on va vous demander de transférer ce que vous avez sur Binance vers ce fameux wallet. Et après, derrière, les pirates, ils ont accès à ça. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que normalement, vous le savez, quand il y a des arnaques au téléphone, il y a toujours des petites fautes d'orthographe, vous savez, c'est des phrases qui sont avec des petites fautes, voilà. Là, du coup, en fait, ce sont des vraies personnes derrière, c'est pas des robots, ce sont des vraies personnes vraiment hyper techniques, hyper effectivement qui connaissent très très bien leur sujet. Donc l'arnaque est quand même très très bien ficelée. Et donc effectivement voilà, faites extrêmement attention. De toute façon, je le rappelle, c'est d'ailleurs ce que je vous avais mis, mais on est en crypto-monnaie, on est dans un secteur financier. Par prudence, il ne faut jamais répondre à toutes les sollicitations que vous allez recevoir. Si vous n'avez rien demandé, vous êtes sûr et certain que tous les contacts qui vont qui vont arriver, c'est des arnaques. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. Bref, allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Bitcoin. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres. Alors la semaine dernière a été très perturbée sur les marchés crypto. Bitcoin a chuté lourdement jusqu'aux 80 000 $. Il a depuis légèrement rebondi, mais c'est pas pour autant qu'on semble sorti d'affaire. On navigue clairement entre deux eaux. Et c'est une situation qui pourrait se poursuivre pendant encore quelques temps. Hier soir, Trump a déclaré avoir eu un appel téléphonique très bon avec Xi Jinping, le président chinois, et avoir accepté une invitation à visiter Pékin au mois d'avril 2025. En retour, Xi Jinping devrait se rendre aux États-Unis un petit peu plus tard dans l'année. Alors cette news-là a poussé légèrement notre Bitcoin vers le haut. Il a repris brièvement cette nuit les 89 000 $. Et pourtant ce matin, on ne sent pas encore de signes réels de reprise. On ne sent pas d'engouement pour un éventuel rebond et encore moins une reprise haussière. C'est qu'en fait, Bitcoin, c'est un actif rare avec une offre non élastique. C'est-à-dire que demain, si on imprime plus de dollars, on ne pourra pas imprimer plus de Bitcoin en face. Donc l'offre de Bitcoin, elle n'est pas élastique. Il y a une inflation en fait qui est limitée. Et une fois qu'elle sera atteinte, il y a même une désinflation en réalité. Il y a une inflation, mais c'est un modèle désinflationniste. L'inflation réduit tous les 4 ans. Et ça, c'est la première chose. On va parler maintenant du Texas. Oui, le Texas, c'est le premier État des États-Unis qui a acheté du BTC. Ils viennent d'acheter pour 5 millions de dollars de Bitcoin. Ils ne l'ont pas fait en achetant des Bitcoins spot, ils l'ont fait en achetant l'ETF de BlackRock IBIT, donc le plus gros ETF crypto au monde. Et surtout, c'est juste une première phase. Là, la première étape, c'était 5 millions, mais ils ont un budget de 10 millions de dollars pour acheter du BTC. Donc, ils vont le faire. Ils vont sûrement acheter du BTC, encore 5 millions de BTC prochainement. C'est grâce à une nouvelle loi qui est passée qui leur autorise de faire ça. Et voilà, c'est la première fois qu'on voit un État des États-Unis acheter vraiment massivement du Bitcoin. Et là, on continue de voir cet engouement d'une certaine manière des institutionnels. Là, vraiment, c'est un État. On est tout proche là des États-Unis qui achètent du BTC. D'un point de vue fédéral. On a eu dernièrement Harvard qui a annoncé détenir plus de 300 millions de dollars de Bitcoin. On a eu beaucoup de fonds souverains qui ont acheté du BTC. On a vu le Luxembourg, Abu Dhabi aussi de mémoire.
N'est que du bon pour le reste de l'économie et donc ça aurait un impact assez important sur le marché crypto, un impact qui se lisserait entre le court et le moyen terme. On a l'organisation Stand Week Crypto qui est soutenue par Coinbase qui a lancé un questionnaire destiné aux candidats aux élections fédérales et d'État aux États-Unis en vue des élections législatives de 2026. Donc le but c'est de connaître leur position sur les crypto-monnaies et les actifs numériques, notamment sur des sujets comme l'innovation crypto, le débanking, le règle d'aménagement, la protection des consommateurs ou encore s'ils ont déjà détenu ou utilisé des cryptos ou une blockchain. Et donc, l'idée, en fait, c'est de mobiliser des électeurs sensibles aux cryptos pour favoriser l'élection de candidats pro-crypto afin d'influencer le futur congrès et d'encourager les politiques favorables à l'innovation, à l'économie et à l'accès aux cryptos. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, cet organisme prévoit d'utiliser en fait les réponses de ce gros sondage pour noter les candidats de A à F selon leur position crypto. Et donc, ce classement sera public en début 2026. Et donc, ça permettra aux électeurs intéressés par la crypto de savoir pour qui voter. Je trouve que c'est une idée qui est excellente parce qu'en fait, vous pouvez mettre... vous connaissez pas forcément la position de tous les acteurs gouvernementaux aux États-Unis concernant la crypto, s'ils sont pro-crypto ou contre la crypto. Et donc, cette idée, ça va permettre vraiment au public américain, qui sont personnes qui sont pro-crypto, tout simplement, hein, aux jeunes, etc., de pouvoir dire, OK, qui sont les personnes qui sont dans le gouvernement et qui sont potentiellement pro-crypto. Et donc, ça va permettre de cibler tout simplement les votes vers les personnes qui sont pro-crypto. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne initiative et ça va permettre un petit peu d'accélérer un petit peu le processus au niveau de la régulation. Surtout dans une fin d'année très complexe comme la nôtre, où on lutte toujours et toujours contre ce cycle de fin de 4 ans et potentiellement un cycle institutionnel. Dans tous les cas, l'adoption est en cours, on le voit bien, Klarna, peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est une solution de paiement en plusieurs fois qui est proposée par Stripe, accepte, ça y est, des USD stablecoin, principalement sur la blockchain de Stripe qui s'appelle Tempo. Je vous rappelle que Stripe avait lancé, il y a de ça quelques semaines, quelques mois, sa propre blockchain Tempo pour pouvoir gérer les paiements directement en stablecoin et en crypto, et c'est quelque chose qui se normalise aux USA, pas encore en Europe, mais ça ne devrait pas trop tarder. Par contre, aux USA, il se passe quelque chose d'étrange avec JP Morgan en ce moment. On a un certain nombre de CEO qui sont en train de se faire débancariser, et c'est le cas, par exemple, de... Enchaînons avec une baleine qui a misé grosse sur la hausse de l'ETH. Le 25 novembre 2025, une baleine ayant réalisé un profit de 200 millions de dollars en vendant à découvert le Bitcoin avant le flash crash du 10 octobre, a accumulé dernièrement une position longue de 44,5 millions de dollars sur l'ETH via Hyperliquid. Après y avoir ajouté 10 millions de dollars supplémentaires d'après les données d'Arkham Intelligence partagées sur X. Cette position acheteuse, accompagnée d'un regain d'intérêt pour les contrats à terme sur ETH, avec un open interest passé de 16 milliards début octobre à environ 35 milliards au moment où je vous parle. Ouais. Et pourtant, sur les 5 dernières années, son cours a connu de multiples hausses, de multiples baisses, simplement à cause des taux, à cause de la peur, à cause de la crainte d'une récession. Puis quelque chose que j'ai remarqué, c'est que presque tous les investisseurs disent la même chose. Si seulement j'avais fait ça plus tôt. Et croyez-moi, ça vaut aussi pour toutes les personnes qui ont fait 100%, 200%, 300% et même plus. Le vrai problème, les amis, c'est que la majorité suit le troupeau. Et ce que je dis là, c'est pas juste une opinion, c'est prouvé par des études. Les gens adorent ce qui monte et détestent ce qui baisse. Un exemple concret. Ethereum, en 2024, l'une des crypto-monnaies qu'il fallait surtout pas avoir dans son portefeuille. Ultra critiqué. 2025, tout le monde voulait acheter de l'ETH. Google, un autre exemple. Google, il y a 6 mois, certains disaient que c'était l'entreprise était morte à cause de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ces mêmes personnes expliquent que Google est la meilleure entreprise du monde. Voilà pourquoi suivre les experts aveuglément est souvent une mauvaise idée. La seule chose fiable, c'est votre propre analyse. Maintenant, voyons comment faire cette analyse. Le point central de la rotation, c'est de repérer 2 choses. La première, une bonne valeur. Une bonne valeur reste une bonne valeur que son prix monte ou que son prix baisse. La vraie capacité, c'est de se dire, je vois le mouvement, je lis le mouvement avec ce que moi je ressens du mouvement et j'adapte ma manière de faire. D'accord ? Donc c'est-à-dire, je prends mes bénéfices, il faut savoir prendre des bénéfices, mais c'est facile à dire, mais si on lit le marché correctement, c'est facile à faire. Si on lit pas le marché et qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas facile à faire.
Parce que est-ce qu'on va pas sortir trop tôt? Est-ce qu'on va pas sortir trop tard? Mais quand vous avez fait un plan en août 2024 et que votre objectif c'est novembre 2027, quand vous arrivez à novembre 2027 et que votre objectif est aux alentours de 126 000, puis que vous êtes à 120 000 et que vous dites c'est plus bon, ben vous sortez facilement en fait. Parce que vous êtes conditionné presque 1 an à vous dire c'est la zone sur laquelle je pense que le marché s'arrête. Et ensuite, correction. Et quelles sont les zones qui m'intéresseront? Aux alentours de 80 000 à 70 000. D'accord? J'attends ces zones arrivent. Faites n'importe quoi dans les marchés crypto. Je suis tanné de vous voir faire n'importe quoi parce que le 3/4 d'entre vous, honnêtement, vous n'avez même pas l'intelligence pour avoir une pensée critique et voir un peu ce qui se passe dans le marché. Vous pensez que vous allez arriver en crypto, mettre 2000 $ et finir millionnaire. Je suis désolé de vous l'apprendre, vous allez tout perdre votre cash, vous ne savez pas ce que vous faisiez. OK? Donc... Bref, voilà, je vous ai fait cette petite vidéo en direct du magasin parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est les fêtes. Conclusion, regarde, faut bien préparer ça, on fait le sapin, on fait les cadeaux, hop, on prépare tout quoi, c'est normal. Mais conclusion, Will Tamer, il travaille jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Et ouais, c'est comme ça quand t'es indépendant, bro. C'est comme ça quand tu crées de la richesse, c'est comme ça quand tu crées de l'emploi, hein, et que t'es pas assis sur ton fauteuil à rien glander de ta journée en attendant le chômage ou les APL, tu vois, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle en France, ou la CAF. Voilà, c'est comme ça, on bosse les gars, on bosse dans la réalité. Il existe 2 types d'actions tokenisées. Et commençons par celle que vous avez le plus de chances d'échanger, les actions wrappées. C'est vraiment le modèle le plus courant. Un émetteur centralisé détient une vraie action dans le monde financier et va émettre un token qui représente l'action en 1 pour 1. C'est ce que fait par exemple Xtox de Bakkt Finance. Ils sont présents on-chain sur Solana essentiellement, mais aussi sur des exchanges. Coucou Kraken. Les actions tokenisées de ce genre vous permettent d'être exposé à la volatilité d'une action. Parfois, ça peut même vous permettre de toucher les dividendes de cette dernière, comme chez Xtox. En revanche, elle n'octroie pas de droit d'actionnaire. Donc si vous achetez un max d'actions Nvidia tokenisées, vous ne pourrez pas participer aux assemblées générales. Vous serez juste exposé à la valeur de cette dernière et éventuellement aux dividendes si un jour il décide d'en distribuer. Mais ça, c'est un autre débat. Pour l'instant, il y a quand même un inconvénient avec ces actions on-chain, c'est au niveau des liquidités. Il y a assez peu d'offres sur certains de ces titres, donc ça peut être difficile de les échanger, voire impossible pour les plus petites. Et ben ça peut totalement changer les choses dans un sens comme dans l'autre. Donc ça va être vraiment des résultats qui vont être très très importants à suivre. Toute l'Europe se prépare à une guerre contre la Russie d'ici 2028. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu de la propagande pour faire peur aux gens. Pour moi, c'est de la propagande pour faire peur aux gens. Et pourquoi, en fait? Parce que... Alors, c'est peut-être un petit peu pessimiste ou complotiste de dire ça, je sais pas, mais pour nos dirigeants européens, en tout cas pour certains de nos dirigeants européens, et notamment en France, en fait, la guerre, c'est un petit peu tout ce qui leur reste pour se sauver leur miche, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait... ils comptent un petit peu sur la guerre pour justement mettre toutes les conneries sur le dos de la guerre. C'est exactement ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant avec le Covid et justement avec la guerre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a de l'inflation, il y a ceci, il y a cela, ils vont toujours vous expliquer « Oui, mais c'est à cause du Covid, oui, mais c'est à cause de la guerre en Ukraine. » Il y a toujours une bonne raison. Et en plus de ça, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté internationale de réduire les conflits. Alors attention, je dis pas que c'est... Cassandre prophétise l'effondrement imminent de la tech et commence à shorter les géants américains. Et même l'architecte, d'habitude mesuré, brise son silence pour annoncer quand la bulle va exploser et ce qui va la déclencher. Quand 3 légendes pointent toutes dans la même direction, les marchés tremblent. Nos 3 guides partagent la même vision d'un avenir financier sombre et chaotique. Dans cette vidéo, je fais le point avec vous sur leurs derniers mouvements, leurs transactions les plus inquiétantes, et je vous révèle pourquoi 2026 pourrait bien être l'année où tout bascule. T'as vraiment l'impression que les mauvaises nouvelles, elles impactent fortement le marché, et les bonnes nouvelles, t'as l'impression que c'est un tout petit peu je m'en foutiste, quoi. Ça touche pas trop le marché. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, regardez, donc comme on l'avait dit, ce week-end, on était là quand on a fait notre live du week-end, on avait la petite remontée qui s'était faite durant le samedi, le samedi et le dimanche, pardon, où on avait eu un petit mouvement de hausse qui s'était dessiné sur le BTC, et je vous avais dit, on était nombreux à parler de cela,
méfions-nous toujours avec les mouvements qui ont lieu le week-end. Et c'est aussi valable pour une hausse qu'une baisse. Là, donc on s'en fout. Venez pas me dire oui, mais là ça monte, donc c'est différent, ou que ça baisse. Non. Les mouvements qui ont lieu le week-end sont souvent peu représentatifs de ce qui va se passer sur le marché en règle générale, parce que effectivement, le week-end, il y a très peu de volume proportionnellement à ce qu'on peut avoir la semaine, notamment avec les ETF et les institutionnels. Et donc c'est vrai que des fois, quand tu as une hausse le week-end, généralement en début de semaine, tu assistes à une baisse pour notamment avoir ce fameux gap CME à rattraper. Si tu as une baisse le week-end, généralement tu as une remontée en début de semaine. Et là, force est de constater. L'idée, c'est qu'on va sûrement liquider ces 80 000. Ça, c'est le consensus. Alors, je vais vous parler du consensus et de ce qui pourrait ne pas me surprendre. La logique boule voudrait que dans une construction boule, on ne fasse pas un plus bas. Et le plus bas, c'est 74 400. Ok? Dans une construction boule, on fait un bas, un haut, un bas plus haut, un haut plus haut, etc. Ok? Et donc là, si on fait un bas plus bas, on fait un changement de structure monthly, et ça veut dire qu'on va beaucoup plus bas. Donc, bon. Donc, pour l'instant, avec cette simple technique toute conne, tu vois que tu es toujours haussier monthly. Donc, Si jamais demain on a un Bitcoin qui par exemple vient rompre le niveau des 38,2%, les bottoms que je suis en train de vous expliquer ici tombent à l'eau. Il faut bien le comprendre parce que les altcoins sont beaucoup plus faibles que Bitcoin. On peut voir qu'à chaque correction, BTC a littéralement bottom sur les 38,2% de retracement. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis 2019, on parle de ce niveau, il est hyper important. C'est ce qu'on appelle le premier arrêt. Vous pouvez regarder ça sur le cycle de 2017 aussi. Vous verrez que c'est un niveau qu'on a défendu sur toute la montée et que lorsqu'il a été cassé, on est rentré en bear market. Donc pour moi, c'est un niveau qui est important. Si demain il était amené à être cassé, on rentrerait éventuellement dans un marché qui pourrait retracer plus et donc le fameux bear market, c'est-à-dire un Bitcoin qui prendrait plusieurs mois avant de retrouver un ATH, qui pourrait retracer plus. Donc là, vous voyez qu'on est venu parfaitement le chercher et depuis, on n'a pas clôturé en dessous, que ce soit en daily, ni en weekly, etc., etc. Et c'est un niveau sur lequel on est en train de marquer un rebond. Et ça va être important de le défendre. Donc on peut revenir ici, faire un peu peur, etc. Mais il faut défendre ce niveau pour marquer un bottom et repartir. Parce que si jamais ça casse, attendez-vous à une continuation baissière sur les alts. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.